Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. À côté de moi, Frédéric Benin, donc président du directoire d'Hopscotch. Bonsoir. Bonsoir Martial. Société de communication, de On relations rappelle que c'est le publiques. public système quand même. Hein. Ouais. Ah oui, bah C'était autrefois, effectivement, pour ceux qui ont un peu d'ancienneté dans les relations publiques. On va parler de mobilité, puisque c'est le thème de cette soirée, hein, Frédéric. Et ce qui est intéressant, c'est que je vois Mathieu Zavagnan qui aura la lourde tâche après de faire un peu le débrief. On fera ça ensemble dans un deuxième temps et qui nous donnera son regard en tant que formateur. Mais il y a eu un projet, hein, Frédéric, qui a été mené pendant 2 ans du côté de chez Hopscotch pour trouver des nouveaux locaux, aménager les bureaux. Et on va parler de cela parce que c'est la mobilité, mais appliquée évidemment au quotidien et à l'ensemble des collaborateurs. Ils sont 550. Voilà, 550. en fait 600 et des brouettes, ce qui fait 548 ETP. Et alors, j'ai envie de commencer par une idée peut-être fausse d'ailleurs, et qu'on a échangé ce matin ensemble, mais qui a guidé la réflexion que vous avez menée chez Hopscotch. C'est que le problème, en fin de compte, c'est pas de savoir si il faut être en bureau ou en open space. C'est pas ça la question aujourd'hui pour pouvoir travailler et travailler efficacement avec ses collaborateurs. Non, le problème, c'est d'abord ce qu'on fait, comment on travaille avec les autres, comment on a envie de travailler et qu'est-ce que les technologies nous permettent de faire aujourd'hui et ne nous permettaient pas de faire hier. Et du coup, quand on réfléchit à des bureaux, surtout quand on a 52 balais comme moi, on a tendance à penser comme dans le temps. Et il faut se forcer à penser comme demain. Et un truc très particulier, c'est que, je sais pas, pour ceux qui ont des ados chez eux, ils peuvent être très brillants, très bons à l'école, etc. Mais ils travaillent quand même dans un canapé, les pieds en l'air contre le mur en général, avec leur ordinateur sur le nez. Et puis ces gens-là, quand ils font des études supérieures, ils travaillent toujours dans un canapé, les pieds en l'air sur le mur. Et puis quand ils vont arriver dans une entreprise, vous allez essayer de les mettre dans une boîte accrochée au mur avec un fil, avec une chaise, une lampe normée parce qu'ils sont cadres, je sais pas quoi. Donc ils ont à droite telle lampe. Ils vont regarder ça, ils vont même pas comprendre à quoi ça sert. Donc ils vont chercher le canapé. Oui. Voilà. Et s'il n'y a pas le canapé, ils vont croire que c'est pas un endroit pour travailler. Donc là, l'idée, c'était d'amener le canapé. Voilà. Plus de canapés que de bureaux. C'était ça un peu la philosophie. C'est-à-dire que c'est de se dire, bon, moi, je travaille dans un bureau, je suis vieux. Mais les autres, pas forcés. Et puis même, on s'aperçoit qu'on peut changer. Oui. On peut changer. Alors, cette philosophie de mobilité à géométrie variable, en fait, elle sert de catalyseur pour travailler. C'est une ruche. On ne vient pas au boulot. On vient, entre autres, dans un espace pour travailler. C'est-à-dire que ça veut dire quoi travailler? Ouais. Ça dépend de chaque entreprise. Et évidemment, on ne fait pas tous le même métier, mais en général, on travaille dans une société. Et une société, c'est une organisation d'êtres humains qui font société ensemble. Donc ils ont déjà entre eux une manière d'interagir avec des règles écrites, non écrites. Et les bureaux, avant, essayaient de reproduire ces règles. La technologie a fait en sorte que c'est beaucoup plus complexe. Ouais. Et aujourd'hui, c'est pas parce que vous avez un grand bureau que vous êtes chef, c'est parce que vous envoyez un mail pour dire « Tiens, si on faisait une réunion », et les gens viennent. Et si vous avez un très grand bureau et que vous envoyez le mail en disant « Tiens, si on faisait une réunion », et que les gens viennent pas, bah, c'est que vous n'êtes pas si chef que ça. Hein, vous n'êtes pas si important. Ils vous envoient tous un truc. Merci, c'est très sympa, mais j'ai autre chose. Oui. Voilà. Bon, bah, ça, c'est que vous n'êtes pas très important. Vous ne servez pas à grand chose. Ils considèrent que ça ne sert à rien d'interagir avec vous. Et dans les entreprises, cette espèce d'interaction, elle est en train de reproduire ce que vous vivez entre vous là dans les agoras. Moi, j'ai énormément d'admiration pour ce que vous faites en participant aux agoras et ce qu'ont fait Sébastien et Michael en créant Agora Club, parce que ce concept de communauté qui interagissent entre elles et la manière dont ils font en sorte que finalement d'accélérer l'interaction entre les différentes communautés, c'est le boulot d'un manager dans une entreprise. Et donner envie aux gens de revendiquer d'appartenir à une communauté. Chacun d'entre vous, vous revendiquez d'y appartenir.
Donc ça, en levant la main, en disant moi je suis dans l'agora des machins, je suis dans l'agora des trucs, je suis dans l'agora des bidules, c'est génial. Et faire en sorte que les communautés interagissent entre elles, en se croisant, en organisant des événements comme ce soir. Finalement, moi, Martial et moi, on est quoi ce soir? On est le prétexte à ce que vous vous rencontriez. Parce que si jamais ils n'avaient pas dit, bon, il y a 2 mecs qui vont venir parler, bah, ça n'aurait pas justifié un dîner. Donc on ne va pas parler trop longtemps. Mais dans l'entreprise, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que le rôle des managers, c'est de créer des prétextes à ce que des communautés identifiées se mettent entre elles pour partager les bonnes pratiques, pour partager les savoir-faire, pour faire en sorte d'être meilleures, que la somme des parties soit meilleure, soit bien supérieure, enfin que le tout soit bien supérieur à la somme des parties, et que ces communautés-là, entre elles, quand elles interagissent, elles font encore que ça progresse plus vite. Eh bien, les bureaux doivent être au service de cette stratégie, et dans le temps, ils ne l'étaient pas, et aujourd'hui, grâce aux technologies du nomadisme, on peut le faire. Alors on va expliquer un petit peu justement ce qui s'est passé dans l'immeuble qui abrite Hopscotch aujourd'hui pour qu'on comprenne et qu'on visualise. Je prends un premier exemple, je n'ai pas envie de dire tout bête parce qu'il fallait aussi l'imaginer. Dans les espaces dits de travail, il y a moins de chaises que de collaborateurs. On est d'accord? Oui, alors déjà, ça, beaucoup de gens d'entre vous ont entendu parler, mais ça paraît évident en fait. Déjà, personne n'a son bureau. Ouais. Bon, c'est du flex office total, pas plus moi que quiconque. Hein. Même la standardiste n'a pas son bureau. Il y a des casiers, quoi. Alors, on a un casier dans lequel on peut mettre ses affaires, les trucs secrets qu'on n'a pas envie de montrer aux autres, ou bien les trucs qu'on n'a pas envie de se faire chourer quand on va bouffer. Voilà. Ou la nuit, et quand on veut pas repartir avec tout son barda du bureau. Oui, ni dormir là. Et donc les casiers, ils font 50 par 50 par 50. Tout le monde a dit que ce sera trop petit. En fait, c'est beaucoup trop grand. Il y a on entasse plein de cochonneries là-dedans qu'on met à la poubelle tous les 15 jours régulièrement. Donc en fait, il y a besoin d'un casier dans lequel il y a besoin de mettre un sac à main. Parce que quand même, moi, j'ai 65% de femmes dans mon bureau. Et elles ont envie de ranger leur sac à main. Donc ça, et les garçons ont généralement besoin de mettre un ordinateur, un cartable, 2-3 trucs, 2-3 affaires perso, des cartes de visite. Voilà. Bon. Il faut des vestiaires pour pouvoir ranger les manteaux. Parce que si vous mettez votre chaise et votre manteau derrière la chaise, vous bloquez la chaise pour la journée alors que vous êtes en réunion ailleurs, ça ne sert à rien. Donc c'est bien d'avoir des vestiaires, ça gagne plein de place. Et puis à partir de ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'avoir une chaise par personne dans les open space, parce que vous n'y êtes jamais dans l'open space. Donc ce qu'on a fait, c'est que, alors on a fait des études, mais vous connaissez tous ça, les DRH sur l'utilisation à peu près, combien il faut de mètres carrés alors même pas de mètres carrés, parce que les mètres carrés, on a été très très drastique, on n'en a mis pas beaucoup. Mais combien de chaises par personne? On est à 6,5 chaises pour 10 personnes dans les endroits où il y en a le moins, et 9 pour 10 personnes dans les endroits où il y en a le plus. Bon. Et sincèrement, des chaises, ça c'est pour les open space. Mais ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut tout de suite que vous sachiez, c'est qu'il y a 40% de la surface totale qui est représentée par ces open space, et 60% qui est représentée par d'autres endroits. Les autres endroits, des cuisines, une boîte de nuit, des salles de réunion, des terrasses, un vieux bus de transport scolaire où on a enlevé les chaises et les tables. Il y a juste le siège du chauffeur parce qu'on on peut le bouger. Et pour jouer. Non, mais du coup, il n'y a pas besoin de permis de construire pour le laisser en fixe dans la cour. Ah, d'accord. Sous prétexte qu'il a un moteur. Et bon, plein d'espaces où on peut travailler avec son ordinateur, travailler, déjeuner, petit déjeuner, dîner, faire des projections, brancher son ordi pour le recharger ou le brancher sur un écran, sur un grand écran pour montrer aux autres, sur des petits écrans pour travailler soi-même. Il y a des écrans partout sur lesquels on peut brancher son portable. Il y a des ordinateurs partout sur lesquels vous rentrez votre code et ça devient votre ordi. Et de manière à être vraiment nomade. Alors, j'ai envie de dire, pour être un peu provocateur, mais aussi poser la question, est-ce qu'on n'est pas là dans le comble de la perversité managériale? Là, on a des RH et des DRH devant nous. C'est-à-dire qu'on est au-delà du smartphone, on est au-delà de la crèche d'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à chaque instant, on est censé pouvoir travailler, et donc il n'y a même plus la pause devant la machine à café. Alors, inversement... Quand vous êtes en train de faire les devoirs de vos enfants par Skype depuis le bureau, personne ne vous embête. Ouais. Bon.
Donc ça, c'est la réponse bête. La question bête. Pas bête, mais la question classique Oui. de la porosité vie publique, vie privée, vie professionnelle, qui se pose, hein. qui est en train de disparaître et qu'on connaît tous. Non, c'est pas la... c'est pas une perversion managériale. En fait, c'est d'observer qu'est-ce qui nous rend plus heureux. Avant, les gens pensaient que pour être heureux et satisfait au bureau, parce qu'on était reconnu par les autres, il fallait effectivement avoir un grand bureau, tout seul si possible, si c'est un bureau d'angle avec plein de fenêtres, c'est encore mieux, etc. Pourquoi ? Parce qu'il fallait pouvoir téléphoner à des gens importants sans que les autres entendent votre conversation. Parce que vous étiez plus important que les autres, donc vos conversations étaient plus importantes, etc., même quand vous téléphoniez à vos enfants. Comme le téléphone était lui-même relié au mur par un fil, sur la prise, il y avait d'ailleurs le mec des IT qui généralement avait écrit votre nom. Donc moi, il y avait écrit Frédéric Bodin sur un scotch, c'est resté pendant 8 ans dans mon ancien bureau. Et donc j'étais relié au fil. Finalement, à un moment, je me suis dit, les chiens dans les chenils, on fait pareil, on met leur nom au bout du fil qui les relie au mur. Et puis le tout avec un mur autour, vitré, pas vitré, ça dépend des goûts, hein, mais là les goûts, chacun ses mauvais goûts. Et donc vous êtes dans une boîte et quelqu'un m'a dit, mais les boîtes, c'est les chevaux qu'on met dans des boîtes avec leur nom dessus. La seule différence qu'il y a dans les bureaux et les étables, c'est qu'on ne met pas de fer à cheval avec les concours que vous avez gagnés sur la porte de votre bureau. Mais sinon, vous êtes enfermés, les gens passent dans les couloirs et il y a tous les noms. Voilà, et c'est exactement pareil dans les box des chevaux. Donc vous êtes relié comme un chien au mur et vous êtes dans un box de cheval. Et ça, c'est un projet, et parce que vous dites, le jour où j'aurai ça, c'est que je serai considéré par les autres. Mais non. En fait, le mieux, c'est d'être totalement libre, de pouvoir travailler où on veut, quand on veut, avec qui on veut, et c'est ça la reconnaissance. Et de décider soi-même, j'ai pas envie d'aller à la réunion de machin qui est pas si important que ça, donc j'y vais pas. Bon, alors après, je prends mes risques. Voilà. Et j'ai pas envie d'être assis à côté de telle personne obligatoirement. Et j'ai pas envie d'être assis à côté de telle personne. Alors évidemment, quand j'ai dit à mes collaborateurs, bon, donc ça, vous avez compris, 550 ETP, j'ai dit avec mes deux associés, on a réfléchi sur ce projet-là pendant 2 ans parce que, alors, c'était sous la contrainte au départ. On avait des locaux à Levallois juste à côté d'ici que l'on trouvait super, hein, vraiment, nous on les adorait. On avait des locaux dans le 9e arrondissement qu'on trouvait super, 2 immeubles haussmanniens vachement sympas, avec plein de charme, et des locaux de start-up super bien à la Bastille, avec les boîtes avec les sociétés de digital. Ça avait l'air, c'était pareil, des vieux ateliers qui avaient été retapés. Ça avait un charme fou. Nous, vraiment, c'était super branché. On adorait. À un moment, on s'est dit quand même, ce serait bien de rassembler tout le monde dans les mêmes locaux. Alors on a dit, bon, où est-ce qu'on pourrait se mettre ? Et on a commencé à poser des questions à ceux qu'on voulait garder et à ceux qu'on voulait recruter qui travaillaient chez les autres. Dans quel quartier vous voudriez aller ? Et ils ont commencé à nous dire où ils voulaient aller, et ce n'était pas du tout dans nos moyens. C'était en plein centre de Paris, en l'occurrence, dans un petit coin, en gros, entre Saint-Lazare et le boulevard de Sébastopol, enfin Réaumur, et au nord les grands boulevards, et au sud la Seine. Donc ça fait un petit rectangle. Hein. Et ils nous ont dit, c'est là où on veut bosser, ça c'est idéal, sinon on ne déménage pas. Et donc on bouge pas et puis évidemment les chefs, ils étaient dans leur truc, ils avaient leur bureau tranquille. Et je quitte pas mon immeuble si c'est pas pour là. Tous. Et ça multipliait les loyers par je sais pas combien. Donc on l'a fait, mais pour ça on a été obligé de repenser complètement le nombre de mètres carrés, l'organisation du travail, et puis la désirabilité de l'endroit. Alors ils voulaient tous aller dans cet endroit-là, mais travailler différemment. Donc on a 10 personnes aura de bureau, etc. Ce que je vous ai raconté. Et là, 100% des gens à qui on a parlé nous ont dit que c'était pas possible. 100%. Hein. Il n'y a pas eu un mec qui m'a dit, enfin une personne, parce que j'ai 65% de filles, pas eu une personne m'a dit « Ah, c'est super comme projet ». Alors, c'était « Ah non, moi je suis tout le temps au téléphone ». C'était « Ah, la confidentialité ». C'était « Ah ben non, moi j'ai pas envie de travailler en open space, j'ai jamais travaillé en open space de ma vie, tu me le feras jamais travailler en open space de ma vie ». Ils avaient tous leurs bonnes raisons pour dire... Alors la confidentialité, c'est le plus simple, parce que généralement, c'est le DRH.
je prends cet exemple-là au hasard, qui vous dit ah non, bah, tu comprends, moi, j'ai quand même des trucs confidentiels à gérer toute la journée. Hein. Donc, alors moi, mon DRH, je lui ai dit bah écoute, ouais, mais bon, si un jour, parce que tu as fait fuiter un truc confidentiel, tu fais une grosse bourde qui fait un problème pour la société, qu'est-ce qui va se passer? Et ouais, ça va faire un problème pour la société. Je lui ai dit non, tu as fait une bourde, je vais te virer. Enfin, si tu le fais souvent, surtout, je vais te virer. Mais sinon, je vais te faire beaucoup engueuler. Alors que le commercial qui est là, qui travaille pour une grande entreprise internationale, s'il fait fuiter une information de la grande entreprise internationale, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, bah, il va se faire virer. Je dis, non, on va tous perdre notre job. Donc, en fait, les informations les plus importantes, c'est les informations des commerciaux qu'on a envie de mettre dans les open space, alors que le directeur juridique, le DRH, le directeur financier, il voudrait se mettre dans un bureau fermé en disant « Moi, j'ai les informations confidentielles. Elles sont confidentielles que pour l'entreprise. » Alors que les informations des commerciaux, elles sont confidentielles pour tout un écosystème bien plus large et elles mettent en péril le boulot de tout le monde. Donc déjà, à la limite, on devrait mettre en open space toutes les fonctions support et tous les managers. Et ceux qui s'intéressent aux clients, on devrait les mettre dans des trucs fermés. Bon, et évidemment, ça n'a pas de sens. Donc, on dit toutes les informations qu'il y a dans l'entreprise sont confidentielles. Donc, il faut faire en sorte que ce ne soit pas un problème open space, pas open space. Il faut qu'il n'y ait aucune information confidentielle qui puisse fuiter. Ça veut dire que vous ne devez jamais avoir une conversation confidentielle devant 2 autres personnes dont vous ne connaissez pas la vie des conjoints. Mais même une autre personne dont vous ne connaissez pas le projet personnel à 6 mois. Et ça veut dire que si vous devez passer un coup de fil, vous ne devez pas déranger la personne qui est en face de vous, puisque de toute façon, vous n'allez pas parler en face d'elle, sauf pour parler d'un truc tout simple. Ça veut dire qu'il faut avoir plein d'endroits pour téléphoner. Ça veut dire qu'il ne faut pas que derrière vous, on puisse lire ce qu'il y a sur votre ordinateur, pour personne. Ça veut dire qu'il faut que la confidentialité soit systématique. Ça veut dire qu'il faut qu'il n'y ait pas de papier qui traîne, pour personne. Ça veut dire qu'il faut que tous les papiers soient mis sous clé, ou alors détruits, pour tout le monde. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, en gros, les données de tous nos clients, toutes les données sont traitées avec le même niveau de confidentialité. Alors, la seule différence, c'est qu'il y a des armoires fortes, des coffres forts et des simples armoires qui ferment à clé avec des clés normales. Bon, parce qu'effectivement, il y a des trucs... mais tout ferme à clé. Alors, ce que je retiens dans ce que vous venez de dire, d'ailleurs, et qui est sans doute assez... intéressant pour les années qui viennent, c'est que finalement, lorsqu'on vous demandait à vos collaborateurs où est-ce qu'on s'installe, c'est plus forcément en périphérie, c'est plus forcément une tour, c'est plus forcément la Défense ou Saint-Denis, c'est au cœur de la cité. Là où on peut éventuellement avoir un networking avec les autres. Alors on pense par exemple au quartier de la Bourse, là où, qui est en train de décoller parce qu'on y voit beaucoup de startups s'y installer. C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir, grâce à ces nouveaux modes de fonctionnement, de management et de travail, être dans le cœur même historique, plus cher qu'avant pour travailler, pour installer ses locaux. En fait, c'est pas ça le sujet. C'est que... Pardon, très bonne question. Mais... il se passe la même chose à l'intérieur de l'entreprise et en dehors. Donc je vous ai dit tout à l'heure, une entreprise, c'est une société où les gens font société entre eux. Donc il faut inventer une nouvelle manière de faire en sorte que toutes les communautés interagissent à l'intérieur de la société, comme vous-même, vous interagissez entre communautés. Donc je vous parlais de l'exemple de la confidentialité qui faisait que tout le monde m'avait dit c'est pas possible, c'est pas possible, pour moi c'est pas possible, pour moi c'est pas possible. En fait, on a 1 an de recul, en fait c'est très possible pour tout le monde et c'est très agréable pour tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'on a créé une espèce de fluidité et vous avez toujours un endroit où travailler approprié au moment, à ce que vous êtes en train de faire. Si vous téléphonez à un client important, vous vous mettez dans un endroit tranquille, mais si vous téléphonez à vos enfants, vous vous mettez aussi dans un endroit tranquille parce que ce que vous leur racontez n'intéresse pas vos voisins. C'est pas que c'est secret, c'est que ça emmerde vos voisins. Donc, à l'intérieur de l'entreprise, il faut des moments pour tout. Et dans un quartier, c'est pareil. C'est-à-dire que les entreprises sont spécialisées et interagissent entre elles. Et il faut faire en sorte que cette spécialisation soit ultra efficace. Pour qu'elle soit ultra efficace, il faut qu'elle soit proche. Donc ce qui se passe, c'est que les entreprises, selon moi, les entreprises qui sont organisées dans des grands campus un peu éloignés de toutes les autres entreprises, vont être obligées de pallier ça
par plein de petits points de coworking, des bureaux de flex office qu'elles vont mettre dans les endroits où il y a les autres entreprises pour que leurs collaborateurs puissent aller interagir avec les autres. Et du coup, si vous devez choisir l'implantation de votre boîte, aujourd'hui, je pense que c'est intéressant de se dire, je le mets à côté des autres boîtes. Et alors, c'est pas forcément le centre-ville. Ça se passe à San Francisco. Vous voyez que la Silicon Valley est en train de se réduire au profit du centre de San Francisco qui était désert, qui maintenant est plein. Il y a la même chose à Londres, il y a la même chose à Paris, effectivement, ce quartier de la Bourse où moi je suis allé, mais poussé par les gens de ma boîte. Sincèrement, je n'avais pas l'idée d'aller me mettre dans ce coin-là. Mais aller mettre à 500 la Bourse, c'est complètement idiot. Autant se mettre ici, quoi, le Valois, sur les quais, il y a des trucs vachement plus fonctionnels. Bah non. Pourquoi c'est pas plus fonctionnel? Parce que l'interaction avec notre écosystème est beaucoup plus rapide là-bas. Que ce soit les clients, les fournisseurs, les freelances, les journalistes. Bon, je ne l'ai pas dit, mais nous, on est une boîte de relations publiques, d'événementiel et de social media marketing. Donc, tous ces gens-là, ils viennent à roller, à vélo, à voiture, en métro, plus facilement à la bourse. Voilà. Et donc, tout va plus vite. Et en cela, la Défense me paraît être un endroit extrêmement performant. Parce qu'à la Défense, il y a plein d'entreprises qui peuvent travailler entre elles avec leur écosystème. Et simplement, aujourd'hui, c'est organisé un peu comme dans le temps. C'est-à-dire que quand vous arrivez en bas d'une tour, on ne vous laisse pas monter. Il va falloir faire en sorte que la Défense se réinvente. Et d'ailleurs, on travaille avec les gens de De Facto qui gèrent la Défense à monter une conférence qui va s'appeler Revolution at Work. Parce qu'ils ont chopé cette année la présidence de l'Association internationale des quartiers d'affaires. Et du coup, il y a tous les quartiers d'affaires du monde qui vont se rassembler à la Défense pendant quelques jours au mois de décembre. Et on travaille à essayer de repenser l'organisation des quartiers d'affaires. Et c'est passionnant parce qu'on dit, pourquoi pas mettre des usines entre le 42e et le 60e étage d'une tour? Aujourd'hui, avec les imprimantes 3D et tout ça, on peut très bien mettre des usines dans les tours. Si ça interagit avec les bureaux d'études qui seront à l'étage en dessous ou dans la tour d'à côté, et avec les clients qui seront 2 tours à côté, et que tout ça, ça pourra se faire à pied à toute vitesse, qu'on pourra aller surveiller la fabrication de produits sur mesure. Je vous raconte ça parce que aujourd'hui, tout est possible. Et il faut réfléchir non pas en disant c'est comment un bureau, c'est comment le droit du travail qui nous impose le bureau, c'est comment toutes les réglementations. Il faut dire comment je veux réinventer la manière de travailler pour mieux faire mon métier. Si vous êtes un laboratoire pharmaceutique, vous allez vous dire, peut-être que je vais me mettre à côté des universités, à côté d'un centre de recherche, dans un endroit où je peux interagir avec mes patients, parce que mon métier, c'est de sauver des vies. Et si vous êtes le directeur immobilier d'un laboratoire pharmaceutique, vous devez vous dire comment, moi, directeur immobilier, je vais mieux sauver des vies. Si vous êtes une agence de com, vous réfléchissez comme moi. Si vous êtes une banque, c'est comment je vais travailler avec l'écosystème à Paris pour faire en sorte qu'à cause du Brexit, ils viennent tous ici, etc., etc. Et la manière de penser les bureaux n'est plus contrainte par une vieille technologie filaire. Donc, tout ce que je vous raconte est rendu possible par, moi je dis Office 365 parce que je travaille avec Microsoft, voilà. Mais il doit exister d'autres technologies moins performantes pour pouvoir le rendre possible. Frédéric, d'un mot de conclusion, mais parce que c'est intéressant, puisque derrière cette expérience de réinvention de l'espace de travail, vous avez eu l'idée de créer aussi une agence de conseil justement pour les autres. C'est ce qu'on vient de faire un peu ensemble là ce soir. Et ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est finalement quand on regarde, quand on fait l'étude de marché, quand on est allé voir en Californie ce qui se passait, etc., on s'est rendu compte, ce sera un peu le mot de conclusion et la transition, mais que les Facebook, les Google qui nous font énormément fantasmer, ne sont pas si modernes que ça. On peut être aussi moderne, voire mieux. Ah oui, ils sont pas très modernes. Simplement, ils ont des vitrines. Ils ont des vitrines qui montrent en photo et dans lesquelles ils baladent les touristes, qui sont hyper modernes. Mais dans le fonctionnement, on n'a rien à. Il y a des boîtes en France qui sont super en avance. Il y a pas de. Voilà, on peut croire en nous aussi. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric Bedin, président du directoire d'Hopscotch.